Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Retail, le podcast d'Univers Retail dédié aux thématiques que notre cabinet de conseil traite dans ses nombreuses missions chez tous les acteurs du marché. Aujourd'hui, nous avons choisi d'organiser un échange autour d'une problématique concernant le référencement des catalogues produits, notamment de la mise en place de la collaboration entre fournisseurs qui sont producteurs de la donnée descriptive de leurs produits, les fameuses fiches produits dont on parle beaucoup, et les consommateurs de la donnée, souvent des distributeurs, et tout ça en parlant des standards et normes, notamment GS1, le standard international reconnu pour les produits food, avec les data pools et les formats de description pour la GDSN. Donc pour m'aider à explorer cette thématique, j'ai invité deux experts qui travaillent au quotidien sur ces problèmes. Donc j'ai Thierry Villatte pour le groupe Carrefour, qui est responsable de l'acquisition et dans la direction référentielle G6 et MDM. Bonjour Thierry. Bonjour Véron. Et j'ai Gwenaël Leroy pour l'éditeur Syndigo, qui est programme manager. Syndigo étant une solution qui propose de multiples services. Ça va du MDM à l'acquisition, au data pool, etc. Bonjour Gwenaël. Bonjour Jérôme. Alors Thierry et Gwenaël vont nous apporter leur regard sur deux thématiques qui me tiennent à cœur dans les missions que je suis amené à réaliser pour nos clients dans le retail. Donc pour démarrer, aujourd'hui, je voudrais aborder avec Thierry les questions concernant les prérequis métiers et le recueil des besoins. Donc Thierry, comment tu identifierais de ton côté les étapes pour mettre en place la norme GS1 dans la description des noms des produits, en assurant évidemment, bien sûr, la cohérence avec les différents départements qui vont devenir consommateurs de la donnée, que ce soit le marketing, la logistique, la finance, etc., et en assurer une gouvernance efficace. Oui, absolument. Donc, merci Jérôme. La mise en place de GS1 pour la description des données est forcément un projet structurant qui nécessite une approche méthodique. Alors, il y a plusieurs étapes pour cela. Je dirais que la première étape, déjà, est de faire une analyse préliminaire et un cadrage avec un bon diagnostic, une bonne définition des objectifs et surtout, quelle est la portée du projet. Ensuite, il y a la conception du modèle GS1. C'est quel standard GS1 on va prendre pour répondre au mieux aux besoins. Créer un modèle de données GS1 complet et cohérent avec la collaboration des différents départements. Et il faudra ensuite choisir le catalogue de données. Il y a une phase forcément technique avec l'intégration des systèmes, la migration des données et des tests de validation. Une autre étape importante qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est le déploiement et la formation. Donc avec un déploiement progressif, une bonne formation des utilisateurs et tout ça accompagné d'une communication régulière sur l'avancement du projet. Et surtout, mettre en avant les bénéfices attendus. Et dernier point ou dernière phase, c'est une gouvernance et une amélioration continue. Quand on parle de gouvernance, c'est d'avoir une mise en place d'une gouvernance de données qui définit les rôles et responsabilités de chacun en matière de la donnée. Un suivi de performance avec des indicateurs clés. Et ensuite, un processus d'amélioration continue avec des collectes de feedback des utilisateurs afin d'améliorer les actions. En résumé, donc, la mise en place de GS1 nécessite une forte application de la direction, une collaboration étroite entre les différents départements. Merci Thierry. J'imagine que quand on travaille dans le secteur de la distribution alimentaire, il y a des règles de forte spécificité qui vont s'appliquer. Comment tu vois les choses de ton côté ? Alors, Jérôme, oui, tu as tout à fait raison. Le secteur de la distribution alimentaire a des spécificités importantes. Alors, de tout ordre, la première, c'est des exigences réglementaires. On parle souvent de la traçabilité ou de l'information consommateur que l'on expose, entre autres, sur nos sites. Il y a une variété de produits, une grande diversité des produits et des fournisseurs. On parle de produits frais, de produits transformés. Et tout ça nécessite forcément une standardisation autant que possible sur les données pour faciliter leur gestion et leurs échanges. Et il y a forcément dans nos métiers de l'alimentaire, de grande distribution, un besoin d'agilité et de réactivité. Et donc, quand on a évoqué ça dans la phase de cadrage dont on est en train de parler dans le projet, il y a des choses aussi qui sont à envisager, notamment tout ce qui va être les prévisions sur les prochaines évolutions des modèles de données. Comment, de ton côté, tu utilises peut-être certains outils, certaines méthodologies qui sont nécessaires pour garantir que le modèle de données reste pertinent et continue à évoluer chez tous les acteurs qui doivent collaborer ensemble avec l'arrivée justement de nouvelles réglementations, de nouvelles technologies. Il y a des risques à ne pas faire évoluer son modèle de données.
Oui, complètement. Donc, en fait, il faut en permanence travailler avec les différents acteurs de l'entreprise pour recueillir les besoins, les analyser et répondre au mieux à leurs besoins. Identifier aussi des données critiques qu'il faudrait intégrer dans le modèle de données. Forcément, il y a les règles de validation. C'est quelles sont les règles qui sont nécessaires pour contrôler la qualité de la donnée. Tout ça avec une documentation qui soit précise et mise à disposition de l'ensemble des utilisateurs. Comme je disais précédemment, il y a une formation, une sensibilisation à avoir sur le sujet, et entre autres, une sensibilisation à la fois des acteurs internes, mais également des acteurs externes. Et comme tu l'évoquais, donc tout ça contribue à une mise à jour régulière, avec en effet un système de veille en permanence sur les différents sujets et une adaptation régulière de nos règles. D'accord, c'est très clair. Je vais me tourner vers Gwenaël pour lui poser la question sur essentiellement deux principaux aspects qui sont liés au cadrage dans les débuts des projets GS1 et quand on met en place la GDSN également. Concernant le data pool, Gwenaël, quelles sont les grandes étapes et les prérequis pour mettre en œuvre un projet data pool GDSN, notamment dans des environnements où plusieurs parties prenantes vont contribuer à produire, à partager et à consommer ces données? C'est quoi la vision et les convictions de Syndigo sur le data pool et GDSN en général? Alors, pour appuyer sur ce qu'a dit Thierry, la mise en œuvre va pas être très différente d'un projet data classique, puisque le canal GDSN va apporter une harmonisation, mais il faut avoir cette approche méthodique de cadrage, définir le périmètre catégoriel, le type de données qu'on va vouloir collecter. Et pour ça, il est critique de partir des besoins du client. Le standard est là pour éventuellement faire des arbitrages sur une typologie d'information ou sur un format. Mais effectivement, l'objectif, c'est vraiment de collecter de la donnée pour le distributeur. L'architecture des flux, puisque la collecte, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir alimenter les outils en aval et également les différents consommateurs de sa donnée jusqu'à l'utilisateur final. Et pour mettre en œuvre tout ça, il faut une gouvernance projet qui soit claire et une gouvernance également sur la donnée et le run. Puisque une fois que le projet est lancé et que les données commencent à affluer, il faut savoir vers qui se tourner pour des demandes d'évolution, il faut savoir vers qui se tourner pour une nouvelle mise en œuvre réglementaire et s'assurer qu'il y a une coordination à ce niveau-là. Sur la standardisation, il faut tenir compte de deux points également. La gestion du changement en interne et aussi avec les fournisseurs, puisque dans un projet GDSN, on a bien deux acteurs et deux pôles à coordonner. Et là encore, si on est sur un projet de développement de la GDSN sur un utilisateur qui ne l'avait pas, ou si on est sur le remplacement d'un data pool, les actions et la conduite du changement seront différentes, mais les deux ont leur spécificité. Et également les projets multi-pays, comme c'est le cas avec le groupe Carrefour, où il faut non seulement tenir compte de la GDSN au global, mais également venir prendre en compte les besoins spécifiques business et réglementaires des différents pays. Enfin, la GDSN reste un canal, mais il y aura toujours dans tous les pays des besoins pour des fournisseurs qui ne sont pas GDSN. Donc, c'est comment on leur met à disposition la même capacité de partage de l'information, soit en les amenant vers des solutions data pool, soit en les amenant vers un portail qui sera conforme à GS1, ou également quand on va travailler sur des périmètres qui sont soit en dehors complètement du standard, soit légèrement standardisés, mais pour lequel le distributeur a des besoins plus avancés que le standard. Et donc là, il faut être en capacité de répondre à ces besoins sans pour autant se retrouver bloqué le jour où un groupe de travail GS1 va travailler sur le sujet. Donc il y a effectivement, travailler aussi avec les marques, pas seulement avec le distributeur, et travailler sur la normalisation des référentiels quand ils ne le sont pas complètement. D'accord. Par rapport à Syndigo, donc il y a très récemment, vous venez de racheter One World Sync, ce qui veut dire qu'en fait, vous êtes présent sur toute la chaîne de l'acquisition de la donnée produit jusqu'à sa présentation également avec votre solution MDM. Qu'est-ce que ça change du point de vue du MDM cette fois-ci, donc après l'acquisition, qu'est-ce que ça change du point de vue du MDM dans la normalisation du référentiel produit? Alors,
Déjà, sur la syndication, ça nous permet d'être présents puisque les groupes de travail sur GS1 sont très nombreux et qu'il faut des ressources pour accompagner les distributeurs et les fournisseurs et représenter les data pools. Et ensuite, sur la partie MDM, cette couverture plus complète des deux côtés de la GDSN, fournisseurs et distributeurs, ça permet d'avoir une vision claire des besoins quand on va parler côté distributeur, des contraintes que ça peut apporter côté fournisseur. Quand on pense par exemple sur la normalisation, les passeports numériques, l'économie circulaire, c'est des choses que le législateur pousse fortement, mais qui dans les détails opérationnels peuvent être très complexes, soit à utiliser, soit à collecter pour les fournisseurs dans leurs outils internes. Donc effectivement, il faut là que le MDM ait cette agilité à mettre en œuvre la donnée et en forme la donnée côté fournisseur et être en capacité de l'interpréter une fois qu'elle sera reçue. Donc là-dessus, on a effectivement un travail important et avec les nouvelles équipes de One Board Sync qui ont rejoint Syndigo, on a étendu cette capacité, cette compréhension sur des pools de fournisseurs qui vont nous apporter une vraie expérience sur certains de ces domaines. D'accord. Et quand on commence à parler d'exploitation et opérationnelle de la solution, donc après le cadrage et toutes les étapes du cadrage qu'on a déjà abordées depuis le début, comment ça se passe du point de vue de Syndigo? Quelles expertises techniques et humaines sont nécessaires pour la gestion du data pool? Comment vous vous préparez aux évolutions technologiques et réglementaires constantes qui vont toucher la gestion des données? Alors, le data pool en soi, l'activité principale va être évidemment la maintenance du service et l'accessibilité à 100% des flux. Donc là, on est sur des éléments d'infrastructure. Évidemment, si on est dans une formule où le data pool a également une interface pour l'utilisateur, là, on va travailler sur de l'expérience utilisateur, la visualisation de la donnée dans un format qui soit compréhensible par toutes les parties et la capacité quand même de répondre à une certaine personnalisation. Et puis ensuite, sur la partie data pool et évolution, il faut être au plus près des équipes, donc à la fois de GS1 qui va travailler la standardisation, le passeport numérique, comme je vous disais, la recyclabilité, travailler également dans les différents groupes de travail locaux qui ont une expertise encore plus poussée que le standard global et qui vont essayer justement de globaliser certaines notions. On pense par exemple au bricolage sur la Belgique. Et enfin, grâce à nos échanges avec les fournisseurs, qui sont souvent les premiers à travailler le sujet, parce qu'ils vont devoir préparer l'information à venir, c'est toute la partie réglementaire. Je pense par exemple aux notions de packaging et de DRS sur l'Angleterre. On se situe à des horizons à 2 ans, mais on a déjà effectivement des fournisseurs et quelques distributeurs qui anticipent ces changements. La quantité d'informations est de plus en plus importante et il faut être sûr que de chaque côté du flux GDSN, la donnée est prête à être partagée et harmonisée. Ah, d'accord. Et parfois, certains fournisseurs n'ont pas la maturité nécessaire pour gérer ou mettre en place ou participer à la mise en œuvre d'un data pool. Dans ce cas de figure, tu l'as évoqué tout à l'heure, on parle de portail avec un accompagnement parfois. Ça génère des risques, j'imagine. Et quels sont les principaux risques à surveiller lorsqu'une entreprise met en place un portail, et notamment en termes de disponibilité opérationnelle, de sécurité, de gestion des accès, de la conformité réglementaire, etc. On pense au RGPD. Et comment peut-on les minimiser? Alors, de plus en plus, on travaille en direct avec les équipes techniques de nos clients, fournisseurs ou distributeurs, pour des systèmes en SSO, ce qui permet de notre côté de maintenir une information de données personnelles, un volume de données personnelles qui est très limité, puisqu'effectivement, grâce au SSO, la plupart des données personnelles sont gérées par l'entreprise elle-même. Et en même temps d'assurer aussi une accessibilité maximale pour les utilisateurs finaux. On a également un travail à faire sur les flux pour minimiser les actions manuelles. Donc, c'est utiliser des API pour la plupart des éléments, utiliser des exports ou des actions en masse pour limiter les actions manuelles, et en même temps les sécuriser pour éviter qu'un utilisateur mal intentionné récupère l'information et quitte l'entreprise avec des données sensibles.
Donc c'est là où effectivement la donnée produit en soi n'est pas confidentielle. Si on passe sur de la donnée logistique, déjà ça peut être commercialement un avantage certain. Et évidemment la donnée tarifaire, là on est sur de la donnée ultra sensible qu'il faut éventuellement crypter, voire masquer des utilisateurs qui n'en ont aucun usage. D'accord. Je vais me retourner vers Thierry. On a parlé de conduite du changement, enfin on a évoqué la conduite du changement tout à l'heure. Ça concerne essentiellement les métiers qui vont prendre en compte les solutions qu'on va mettre en place. Alors d'après toi Thierry, quels sont les leviers essentiels pour qu'on puisse réussir la conduite du changement lors de la mise en place ou de l'évolution d'un référentiel produit avec GS1? Alors, je pense que déjà, il faut qu'on définisse des principes fondamentaux. Définir déjà les responsabilités de chacune des données. Qui est le propriétaire en fait de ces données? Parce que si on ne fait pas ce travail préalable, il est difficile d'associer l'ensemble des participants à ce principe, parce que ça va définir aussi derrière toute la qualité de l'information. Donc il est clair qu'il faut identifier et nommer clairement les propriétaires des données. Ensuite, il faut qu'on ait aussi une transparence sur le sujet, parce que la gestion des données nécessite des règles, des définitions, et tout ça avec le standard GS1. Le standard GS1 nous aide justement à définir ces règles de gestion, la définition des données qu'il faut mettre en place dans nos processus. Donc ça va nous aider aussi à mettre en place un dictionnaire de données, voilà, qui soit centralisé et surtout accessible à tous. Et un dictionnaire sans bonnes règles de validation ou bonnes règles de données ne sert à rien. Donc il est essentiel d'y associer un dictionnaire de règles. Ensuite, il faudra sécuriser forcément les données. Et tout ça doit contribuer également en termes de principes fondamentaux à travailler sur la qualité de données. Parce que le résultat, c'est d'avoir des données qui soient exactes, complètes, cohérentes et à jour. Et une bonne qualité de données est forcément associée à une définition d'indicateurs clés pour mesurer donc cette qualité. Alors, forcément, il y a quelques règles du jeu à avoir dans ce cadrage, dans cette mise en place. Premier point, c'est qu'on ait un comité de gouvernance de données. Parce que sans gouvernance de données, chacun va un peu faire son marché. Voilà. Donc, dans ce comité, derrière, donc, on fera définir les rôles et responsabilités de chacun, établir des vraies politiques et des vraies procédures lors de ce cadrage. J'ai parlé tout à l'heure de dictionnaire de données, donc je réitère, mais c'est hyper important, associé à des indicateurs clés de performance. Et tout ceci, il faut systématiquement l'associer, on a tendance un peu à l'oublier, à mettre en place un processus d'amélioration continue, parce qu'un cadrage, c'est une chose, mais il faut en permanence vérifier que le processus est fluide, et donc mettre en place une amélioration continue est essentiel, et tout ça avec une bonne communication et une bonne formation. Clairement. Je vais me retourner vers Gwenaël. Est-ce que tu peux m'expliquer de votre point de vue d'éditeur et d'apporteur de solutions, comment vous anticipez ou vous surmontez les résistances au changement dans la gestion des nouvelles données produits? Alors notamment lorsqu'il s'agit d'harmoniser des pratiques avec des nouveaux outils au sein de différentes équipes, au sein de différents départements, et surtout par rapport aux nombreux fournisseurs et aux partenaires qui sont amenés à construire la donnée et à la faire transiter dans vos systèmes. Oui, alors, comme on l'a déjà évoqué avec Thierry sur la méthode projet, la conduite du changement en interne, elle va dépendre de l'ampleur de la transformation. Évidemment, l'objectif d'un projet de transformation ou d'une évolution d'un projet qui a déjà été implémenté, mais pour accéder à de nouvelles données, il faut limiter au maximum les impacts sur les flux et il faut simplifier les process utilisateurs. Sinon, il n'y a pas de sens à mener ce projet. Et donc, le point crucial à adresser quand on a bien anticipé le comité, la mise en avant, l'amélioration continue, c'est aussi de travailler sur le hors-process, qui parfois est devenu la norme dans certaines équipes ou dans certains départements. Un fichier envoyé par mail, la donnée obligatoire qu'on envoie plus tard. On peut évoquer par exemple les équipes sur les marques de distributeurs qui parfois ont leur propre process interne qu'il faut essayer quand même d'harmoniser avec les process d'un fournisseur marque nationale. Donc il faut identifier les éléments au plus tôt et réussir à les inclure dans le plan de transformation pour limiter au maximum ces chaos limites
qui vont perdurer, hein. Il y aura toujours de toute façon du hors-process, Ouais. mais il faut essayer de l'avoir dans un cadre qui soit connu et de ne pas le découvrir. Et puis, quand on est sur un flux et de la GDSN, il faut également couvrir les impacts côté fournisseur et côté data pool fournisseur. Parce que c'est vrai qu'on a aussi tendance à penser au fournisseur, mais le fournisseur a aussi son data pool certifié, qui peut être une solution à des années-lumière du marché, hein, quand on a un data pool international et que les équipes mondes transfèrent de la donnée en local. Et donc là, il y aura potentiellement des changements de process. Il y aura une évolution dans les règles existantes, soit de nouvelles règles, soit des réécritures, mais qu'il faudra anticiper. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Thierry, quand on échange, il y a principalement le filtre data pool qui est le plus complexe à atteindre. Ouais. Donc une fois qu'on a anticipé tout ça, il faut accompagner le changement des deux côtés, et c'est les périodes qu'on appelle en anglicisme en hypercare, où on peut identifier les éléments adaptés et travailler au maximum sur l'adoption. D'accord. Donc quand on a fait tout ça, qu'on a mis en place ces solutions, qu'on a mis en place les processus, que les équipes métiers commencent à travailler au quotidien avec ça, il y a des questionnements qui se posent autour du pilotage et du suivi des données en acquisition, notamment vis-à-vis des relations fournisseurs, en opérationnel, hein, cette fois-ci. Quels peuvent être les principaux indicateurs à surveiller lorsqu'on travaille sur le pilotage de l'acquisition de données auprès des fournisseurs, et comment on peut garantir la fiabilité, la qualité des données dans un contexte de relations multifournisseurs? Est-ce que parmi tous ces indicateurs, on va avoir des préférences, enfin tu vas avoir des préférences, je me tourne vers Thierry. Alors, sur les indicateurs, oui, il y a des indicateurs multiples qui sont intéressants à suivre. J'en ai quelques-uns que je peux vous citer. Donc, déjà, le taux de complétude de données, c'est intéressant de le connaître. Alors, c'est sûr que sur des données obligatoires, ça va être le taux va être plutôt positif. Par contre, sur des données plutôt recommandées qu'on pourrait assimiler comme recommandées, là, c'est intéressant de voir ce taux de complétude. Après, il y a le délai de transmission de l'information entre les différents acteurs. Gwenel évoquait les data pools, hein. Il y a les fournisseurs, les data pools, et il y a nous en bout de chaîne. Et puis forcément, ce qu'on diffuse après au sein de l'entreprise. Le taux d'erreur des données, ça c'est un indicateur important à surveiller avec nos data pools et nos fournisseurs. Alors, taux d'erreur de données est lié aussi à un nombre de rejets de données, forcément, parce qu'il faut les analyser, il faut en mesurer, il faut les mesurer pour derrière appliquer une analyse des causes racines. Euh, un indicateur qui est intéressant, c'est ce qu'on peut appeler la satisfaction du fournisseur. En fait, l'objectif, c'est d'identifier les points d'amélioration et renforcer la collaboration avec les fournisseurs. C'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre ensemble comme action, et ça rentre dans l'amélioration continue. Et puis, de temps en temps, c'est peut-être bien de regarder quel est le coût de l'acquisition des données, parce que peut-être que ça peut déraper. Il est intéressant justement de recadrer ce sujet et de voir quelles sont les pistes d'amélioration. Donc, pour fiabiliser la donnée, plusieurs sujets, hein, forcément standardiser nos exigences, une validation automatisée des données, c'est-à-dire que plus on va réduire le nombre d'interventions manuelles, mieux c'est, avec surtout un feedback immédiat vers les fournisseurs lorsqu'il y a des rejets ou de la non-conformité pour qu'ils puissent réagir au plus tôt. Un processus de correction efficace, donc avec des responsabilités claires. Je réévoque, et que Gwenel l'a fait, hein, la collaboration qui doit être étroite avec les fournisseurs et les partenaires. Et là, on entend bien les data pools et Syndigo, qui est notre partenaire sur notre MDM. Et puis, il faudra évaluer en permanence la performance de chacun des acteurs. Et là, je vais parler aussi des fournisseurs, parce que c'est eux les propriétaires de la donnée. Donc, ils sont propriétaires de cette qualité de données en mettant en place des tableaux de bord de suivi et des tableaux de bord qui doivent être partagés avec eux. Voilà. On peut aussi évoquer des audits réguliers dans notre référentiel pour voir la conformité au fil de l'eau. Et éventuellement bâtir un contrat de SLA aussi avec nos différents acteurs,
Et puis, on peut s'aider maintenant des nouveaux outils d'intelligence artificielle, justement, pour nous aider dans la détection des anomalies et dans nous aider également dans l'amélioration continue à mettre en place pour suivre tous nos processus de référencement des produits. D'accord. Quand on écoute tout ce qu'on a évoqué sur ces solutions, on se rend compte qu'il y a quand même aussi une dimension qui va être importante, c'est la dimension du sponsoring. On a besoin d'avoir des personnes qui soient garantes et qui comprennent les différentes étapes du projet. Ce sont des projets compliqués avec beaucoup d'intervenants. Dans votre expérience au quotidien, comment ça s'est traduit, Thierry, Gwenaël, Thierry? Ah ben, c'est sûr que il faut que chacun des acteurs de l'entreprise soit déjà convaincu du sujet. Ça, je crois que c'est la première chose. Et ensuite, qu'il soit mobilisé dans ce plan de transformation important. Parce qu'en effet, ça touche à la fois des pratiques, des processus, des hommes et des femmes, parce que voilà, il y a de l'humain qui est important. Donc en effet, il faut, comme je disais en préambule, il faut savoir expliquer tout au long, les emmener dans la démarche. Forcément, il faudra se faire accompagner d'utilisateurs clés au sein de chacun des services qui seront en fait aux ambassadeurs sur cette conduite du changement et sur la mise en forme de ces standards GSA. Le sponsoring est essentiel, étant donné que dans ces projets-là, sur le moyen et long terme, on va prendre du temps à des équipes qui ont aussi un métier, des missions, et donc il faut arriver à les embarquer et à maintenir leur adhésion au projet sur le long terme. Donc un sponsor appuyé qui va communiquer régulièrement et embarquer les équipes pour maintenir leur volonté et leur attention, c'est essentiel. Et pour les sociétés qui se font accompagner, comme Carrefour Group, par des entreprises extérieures, c'est d'aller chercher des experts des sujets et pas juste une expertise technique, mais une vraie compétence et une connaissance du retail pour avoir effectivement des managers du quotidien qui sont là qui comprennent le sujet et les difficultés que peuvent rencontrer le métier et pas juste venir avec des problématiques de flux. Ok, merci. Par rapport à tout ce qu'on a évoqué, donc moi, ce que je vais en retenir autour de la définition des cadrages, de la préparation des cadrages des projets, donc on va être autour de grandes actions principales qui vont parler sur certains livrables, par exemple le dictionnaire de la donnée que Thierry a évoqué, l'ensemble des règles de gestion qui vont permettre un contrôle de la donnée et une validation la plus automatique possible. C'est un travail également sur la définition des processus, on identifie les raccourcis, les lignes de désirabilité, ce que j'ai envie d'appeler, donc qui est un biais humain par lesquels on va chercher la simplicité, la simplification parfois, mais qu'il faut savoir prendre en compte. Concernant l'exploitation opérationnelle de la solution, donc on va définir à travers la conduite du changement un accompagnement qui va être très fort vis-à-vis de l'ensemble des intervenants, que ce soit les équipes internes et opérationnelles, mais aussi construire une relation de confiance avec les fournisseurs et les intégrer dans les modèles évolutifs que ça va demander. Mais bien entendu aussi mettre en place du pilotage, des indicateurs pertinents qui vont demander un peu de réflexion selon les besoins évidemment de l'entreprise et selon les flux et les sujets qu'on a envie de suivre. Eh bien, je vais vous remercier en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieuses connaissances. Cet échange était vraiment très enrichissant, donc, pour moi comme j'imagine pour pour nos auditeurs, pardon. Et je vais vous donner rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Retail, le podcast d'Univers Retail. On se retrouve bientôt et bonne journée. Merci, Jérôme. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.